Bonjour, c'est l'heure de la grande édition. Soyez les bienvenus sur la télévision rwandaise. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, le président de la République, Paul Kagame, estime que le lancement du centre IRCAD Africa au Rwanda est d'un grand intérêt pour les services de santé de haut niveau. Au sommaire également, le professeur Jack Maresco, fondateur de l'Institut IRCAD, qui a construit la branche africaine au Rwanda, déclare que l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi le Rwanda est que c'est un pays numérique. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le lancement du centre IRCAD Africa au Rwanda est d'un grand intérêt pour les services de santé de haut niveau. Le chef de l'État a fait cette indication ce samedi à Kigali à l'occasion de l'inauguration de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCAD Africa. Le chef de l'État Kagame a montré qu'en plus de servir le Rwanda, cet institut profitera aussi à toute l'Afrique. 1998, when we were trying to rebuild the country and we were talking about using information and communication technology. La création de cet IRCAD Africa ne sert pas seulement le Rwanda, mais profite aussi à l'Afrique et promeut aussi les talents que nous avons en Afrique au niveau le plus élevé. Vous vous êtes rendu compte de comment les gens venus des coins divers du continent manifestent une grande expertise dans leurs domaines respectifs. Rassembler les gens, les mettre ensemble ici dans notre pays, dans ce centre d'excellence, est d'une valeur sans limite. Son Excellence Paul Kagame a remercié le Dr Jack Maresco pour avoir choisi le Rwanda pour abriter cet institut sur ce continent africain. I wanted to thank you for taking the risk in trusting us. Je voudrais vous remercier pour avoir pris le risque de nous faire confiance. Peut-être c'est un grand risque qui s'est transformé aussi en une grande récompense. Et peut-être ça profite aux Rwandais de la façon dont vous n'aviez pas imaginé auparavant. Parce que certains souvent disent que l'Afrique ne le mérite pas. Et c'est une idée qui vient tardivement, souvent dans la plupart des conversations. Mais le fait que vous avez dit que ça ne sera pas une idée qui viendra après les autres, et dire mettons-le en Afrique, et c'est pourquoi j'ai dit que c'était un grand risque. En Afrique, vous avez choisi le Rwanda. Il doit y avoir quelque chose qui vous ait poussé à nous faire confiance pour combler ce fossé qui a existé avec la population de ce pays, la population de notre continent et des autres continents. Je pense qu'il y avait la combinaison de la valeur et des valeurs. Je voulais donc vous remercier spécifiquement pour ça et vous ne serez pas déçus. So I wanted to specifically thank you for that and you will not be disappointed. Dans le même ordre d'idées, je vous propose de suivre le professeur Jack Maresco, fondateur de l'Institut IRCAD, qui a construit la branche africaine au Rwanda, qui déclare donc que l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi le Rwanda est que c'est un pays numérique. Ça va être comme dans les autres IRCAD. Les industriels ont intérêt à financer les formations parce qu'il n'y a rien de pire pour un industriel que l'utilisation de son équipement entraîne une complication. Donc vous imaginez bien, c'est la raison quand on a parlé avec le ministre de l'introduction d'un robot, et il va y avoir un robot, il m'avait donné 6 mois, maintenant ça va être 3 mois, mais l'industriel, c'est-à-dire Intuitive Surgical, la crainte qu'il pourrait avoir, c'est que dans un pays, on dit ça va être le premier robot en Afrique, à part l'Afrique du Sud, une semaine après, une complication grave. C'est dramatique pour l'industriel. Ça veut dire que pendant 2 ans, il ne pourra jamais vendre un robot parce que tout le monde va croire que c'est le robot qui a fait l'erreur, alors qu'en fait, c'est le chirurgien qui a fait l'erreur.
Donc le problème du coût, Olivier, il a toujours été solutionné. Nous, en France, on a les internes, par exemple les jeunes, c'est gratuit, ils n'ont jamais payé une inscription, et on se débrouille pour trouver le financement. Là, on l'a dit tout à l'heure, l'AFD va aider aussi pour le financement, pour les voyages, etc. Je pense que c'est un deuxième problème, mais c'est sûrement pas un problème de financement qui va empêcher la formation d'un chirurgien ici en Afrique. Selon le ministre rwandais de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, avoir ce centre au Rwanda est une solution aux défis qui entravent le développement du secteur de la santé sur l'ensemble du continent africain. Comment est-ce qu'IRCAD Africa va non seulement être un centre de formation et de recherche, mais plutôt aller au niveau des hôpitaux et changer la vie des gens, que ce soit ceux qui sont au niveau rural ou dans des villes. Je disais que ça ne serait pas utile pour IRCAD si seulement c'est pour enseigner sans aller mettre en pratique. Et c'est la première question que les chirurgiens posent quand ils arrivent ici. Oui, j'ai appris, c'est très bien, je vais le faire chez moi, dans mon hôpital. Il y a quand même des matériels nécessaires qui sont disponibles maintenant. Comme le professeur Maresco l'a dit, il y a des robots qui sont... il y a un prix à cela, mais il n'y a pas de prix à la vie des personnes et aussi à l'efficacité que ça amène dans les hôpitaux. Et c'est ce qu'on va continuer à discuter avec nos frères et sœurs ministres des Santé et des ministres des Économies et des Finances dans des pays que investir dans ce genre d'équipement, ça va transformer comment on traite les gens, comment on soigne les gens, et indirectement ou directement, ça va améliorer les économies, parce que quand on n'a pas de maladie, quand on est bien soigné, on va travailler, on va payer les taxes, c'est toujours plus économique, comme on l'a dit avant, et ça ne doit pas attendre. D'après le docteur Kayondo King, président de l'IRCAD Afrique, les chirurgiens en formation auront l'opportunité de suivre des cours avancés en chirurgie qui sont dispensés dans d'autres pays du monde où ce centre opère. Il souligne également que l'Institut est prêt à transmettre des connaissances sur la chirurgie mini-invasive. Déjà, dans nos différents hôpitaux universitaires, il y a des matériels des équipements pour la chirurgie mini-invasive et je pense que plus ils sont formés, mieux plus ils vont soigner et mieux les patients vont être bien traités. Je crois qu'il y a déjà un impact, il y aura déjà un impact direct. En plus de tout ce que nous avons comme le network, nous aurons des experts qui vont venir. On va leur préparer de cas un peu sérieux et ils vont passer directement au bloc opératoire. Je crois qu'il y a déjà c'est ce lien qui fait directement qu'il y ait un bénéfice sur les patients rwandais. De la santé à la justice, parlons à présent à quelques jours de l'ouverture à Bruxelles du procès des deux Rwandais, Pierre Basabose et Séraphin Twahirwa, qui sont poursuivis pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda indique que son pays va continuer à collaborer avec le Rwanda pour traduire en justice les présumés génocidaires se trouvant sur le sol belge. Le point avec Jean-Damascène Manéchine. Dans une conférence de presse à Kigali vendredi, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda a affirmé que son pays est conscient de l'urgence des procès des suspects génocidaires, car le temps perdu ne se rattrapera pas. Je pense qu'on doit essayer de davantage encore accélérer, parce que le temps presse et on a vu ce qui s'est passé avec le procès à l'arrêt de monsieur Kabuga, où les juges ont décidé que, vu l'état physique et mental du monsieur, on ne pouvait pas continuer. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup que ça crée beaucoup d'amertume ici, et je comprends tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans notre approche? Non, je ne pense pas, mais il faut davantage accélérer les choses pour que justice soit faite. Et ces cas je suis sûr que dans les cas dont vous allez discuter après, cet argument de la capacité physique et mentale des gens qui sont accusés va revenir sur la table et il va appartenir aux juges belges de se prononcer là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers concrets qui sont en cours
on travaille sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de noms, etc. Et à mon avis, comme je dis, nous étions les premiers à la commencer. Je vois qu'il y a une liste, il y a une liste de tous les réfugiés. Ça, une question à adresser au procureur général du Rwanda. Franchement, si vous regardez tous les pays où se cachent les génocidaires, il y a une liste à peu près de 1500. La plupart se trouvent dans des pays africains, donc sur le continent. Et je pense que nous avons fait notre part, mais on est toujours prêt à faire mieux, mais sur base de dossiers concrets sur des noms en particulier. Le diplomate belge a également expliqué pourquoi jusqu'à présent la Belgique n'extrade pas vers le Rwanda les suspects génocidaires se trouvant sur son sol. Pour extrader quelqu'un, il faut une base juridique. Nous n'avons pas de base juridique. Il n'y a pas de traité d'extradition entre la Belgique et le Rwanda. Une chose. Deuxième chose, la Belgique a comme principe de droit qu'elle ne va jamais extrader des nationaux. Donc, il y a deux raisons. Un, on n'extradait pas les nationaux, mais même si quelqu'un avait par exemple la nationalité française ou burundaise ou je ne sais pas, on n'a pas de base juridique pour extrader quelqu'un. Il n'y a pas de traité entre les deux pays. Et nous avons beaucoup travaillé pour trouver une solution multilatérale, parce que ce n'est pas propre aux relations entre nos deux pays. C'est souvent un problème qu'il n'y a pas de base juridique. C'est pour ça que nous avons tellement travaillé sur un traité multilatéral qui est maintenant ouvert à la signature et qui va aider un traité sur l'entraide multilatérale et qui va aider à mieux travailler ensemble au niveau gouvernemental concernant l'extradition. Voilà. Mais donc la raison pourquoi on n'extradait pas, c'est parce qu'il n'y a pas de base juridique. Mais par contre, voilà, on juge, comme je dis, il y a déjà eu 5 procès, le 6e va commencer. Donc je pense qu'on fait notre boulot et ça nous coûte beaucoup plus cher en effet que simplement extrader. Si certains suspects génocidaires ont réussi à acquérir la nationalité belge, cela n'exclut pas la poursuite judiciaire, estime l'ambassade de Belgique au Rwanda. Je veux vous rassurer, le fait de devenir belge ne veut pas dire qu'on a l'impunité tout d'un coup, qu'on peut tout dire. Il y a le principe juridique de soit donner, soit juger. Donc même une personne belge qui réside en Belgique peut être jugée pour des crimes de génocide qu'il a commis au Rwanda auparavant. Et après, on a mentionné le négationnisme. Je veux dire aussi que l'organisation que vous avez mentionnée est très consciente de notre loi sur le négationnisme et connaît exactement la ligne rouge jusqu'où elle peut aller. Et donc, il n'y a pas vraiment de négationnisme brutal dans le sens que le génocide contre le Tutsi n'a pas eu lieu. Mais c'est toujours un discours de oui, il y a ça, mais il y a aussi ça. Et un glissement vers un discours de double génocide. Et ce discours, jusqu'ici, n'a jamais été testé devant un juge belge. Pour ça, il faudrait que quelqu'un mène une affaire, porte plainte, et voilà. Après, ce seront les juges et pas nous, les diplomates ou les journalistes, qui vont décider sur ce qui est de droit. Jusqu'à présent, la Belgique a déjà organisé 5 procès des Rwandais pour génocide commis contre les Tutsis. Le 6e procès qui verra comparaître de Rwandais s'ouvre dans 3 jours à Bruxelles. Certains des réfugiés du camp de Mahama situé en district de Kirehe qui dirigent donc des entreprises affirment que la connaissance de la technologie est la clé pour développer leur entreprise et faciliter l'accès à divers services. Patrick Nilidendi nous fait le point. Certains réfugiés du camp des Mahama déclarent qu'ils font régulièrement des affaires parce qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'informations pour les tenir informés et qu'ils ne disposent pas de téléphones intelligents dits smartphones pour les aider. Aujourd'hui, après avoir été formés à la technologie et dotés d'outils, ces réfugiés s'attendent à des changements. Notre activité ne marchait pas comme nous l'aurions souhaité, mais avec l'apport de la technologie, cette situation va certainement s'améliorer. Compte tenu des moyens limités dont disposent les réfugiés,
Nous ne pouvions pas nous acheter des téléphones. Cela ralentissait nos activités et d'autres n'avaient même pas de connaissances suffisantes en matière technologique. Les 114 réfugiés de ces camps sont ceux qui gèrent des petites et moyennes entreprises durables et ceux qui ont été formés au bout d'un mois ont reçu des téléphones et des ordinateurs modernes pour pouvoir promouvoir leurs entreprises. Cette action a été réalisée grâce à la collaboration avec les ministères ayant le social dans ses attributions et Save the Children. L'un des agents de cette organisation internationale estime que c'est une manière d'aider les réfugiés à se développer. Aussi bien les réfugiés que les Rwandais en général, vous le savez que leur développement dépend des activités qu'elles mènent et qui sont génératrices de revenus. Nous leur fournissons donc cette formation et les outils technologiques qui vont leur permettre de se développer davantage. La direction du camp des réfugiés de Mahama affirme que la technologie permettra aux réfugiés d'obtenir plus facilement de services et de développer leurs activités. 140 téléphones étaient ainsi distribués au cours de cette première activité, mais au cours de l'année, 7000 téléphones auront été distribués. Le centre Urugwiro, qui accueille des enfants en situation de différents handicaps dans le district de Rusizi à l'ouest du Rwanda, se félicite de l'évolution des mentalités qui facilitent la prise en charge des personnes en situation de handicap, beaucoup plus qu'il ne l'était auparavant. C'est ce que nous explique ici la coordinatrice des activités dans ce centre. Et moi, j'ai eu une expérience que j'étais en Bolivie, en Amérique latine. Et là, par exemple, quand il naît un enfant handicapé, il est tué au moment de sa naissance, même les parents, parce qu'ils connaissent qu'on ne peut pas le faire grandir, ou bien c'est la mentalité. Ici, vraiment, surtout au niveau des mamans, ils font un très grand effort avec les handicapés, beaucoup. Et c'est difficile de trouver, pour moi, c'était difficile de trouver une personne avec un handicap qui est mal nourrie. C'est très difficile, que peut-être il peut mourir pour malnutrition, ça non, parce que même le gouvernement il aide sur la malnutrition, les centres de santé qu'il donne, ça sont, au niveau du Rwanda, il y a beaucoup de collaboration par rapport à d'autres côtés où j'étais. Parce que j'étais même une autre, je ne sais pas, au Mozambique, pour faire un exemple, et même dans les familles, il y a encore la croyance, surtout dans la campagne, que c'est encore un peu la faute de la maman si l'enfant est handicapé. Mais c'est petit à petit. Ici aussi au centre, nous avons un psychologue clinique qui fait des formations à les parents pour les faire comprendre que ce n'est pas la possession du diable pour dire s'il y a une crise épileptique, mais c'est autre chose. Et ça lui aide beaucoup. Et de ma part, vraiment, je peux dire que les parents, la grande majorité, ils suivent bien son enfant. C'est très peu les familles qui peut-être n'acceptent pas l'enfant. Mais eux, oui, par rapport à notre côté, comme culture rwandaise, depuis que je suis ici aujourd'hui, ils ont commencé même à avoir beaucoup de confiance à cet centre. Et alors, beaucoup fait sortir son enfant, même faire jouer avec les autres à l'entourage, et ça sont déjà des choses positives. Les femmes qui travaillent dans le secteur minier en district de Rutsiro se disent fières de cette activité car elle les aide à se développer et à développer leur famille. Le récit de Patrick Nilitandi. Ces femmes et filles, au nombre de 80, travaillent dans la seule exploitation minière présente en secteur de Manihira. Sur place, elles travaillent avec plus de 320 hommes et garçons. Ces femmes font tous les travaux comme les hommes. Je travaille dans cette mine et je travaille jusqu'à 16 heures. Certains n'ont que peu ou pas d'éducation scolaire, tandis que d'autres n'en ont pas du tout. Leur vie dépend donc de cette activité. J'étais au chômage, j'avais été à l'école, mais je ne trouvais pas du travail. Et puis j'ai demandé du travail dans cette compagnie et j'ai adhéré à l'association. Grâce à ce travail, j'ai pu m'acheter un mouton à 40 000 francs rwandais, des pagnes et j'ai même payé ma mutuelle. Je peux me nourrir et nourrir mes 2 enfants.
Je suis ici depuis 7 mois. Lorsqu'on visite ces mines, on constate que ces femmes et filles pratiquent toutes les activités comme leurs collègues hommes. Elles conduisent des machines dans ces mines et bien d'autres activités. Ces femmes et filles encouragent donc les autres femmes et filles à venir les rejoindre et travailler car elles aussi sont capables. Je les encourage à nous rejoindre car ces mentalités sont d'une autre époque. Lorsque je suis sous terre avec les hommes, des fois c'est bien moi qui indique aux hommes où se trouve la pierre. Ce travail demande évidemment beaucoup de détermination mais aussi de l'énergie. Lorsqu'ils se rendent dans cet endroit où les gens creusent, effectuent d'autres travaux liés à l'exploitation minière et travaillent avec les hommes. Sur ces lieux, il est interdit d'avoir un comportement sexiste envers ces filles et ces femmes. Outre les filles elles-mêmes, les hommes qui travaillent avec elles confirment cette information. Chacun se concentre sur son travail. Il n'y a pas d'harcèlement possible. Les femmes et les filles qui travaillent dans ces mines du district de Rutsiro représentent plus de 11%. Et sur place, elles coopèrent avec leurs aînés pour produire plus de 80 tonnes par mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.